Je voudrais maintenant donc en venir au vif du sujet et dire deux mots peut-être de présentation du préfet Bonnet, qui est entré dans le corps préfectoral en 1958 et successivement a été sous-préfet de Cherbourg, puis préfet de Mayotte, territoire qui fait parler de lui, département qui fait parler de lui actuellement. Puis il a été nommé en 1982, je crois, par le président François Mitterrand, directeur de la direction de la surveillance du territoire, et poste qu'il a exercé de 82 à 85. Puis ensuite, sa carrière préfectorale a été poursuivie, préfet de la région Guadeloupe, puis préfet de Champagne-Ardenne. Je crois que c'est à ce moment-là que vous avez quitté la fonction préfectorale, mais pas pour autant le service public. Le préfet Bonnet est un haut fonctionnaire qui a une grande expérience et qui a en particulier le recul qui convient pour juger de ce que sont ces fameux services spéciaux sur lesquels l'attention du public est attirée aujourd'hui et qui sont aussi l'objet d'une réorganisation relativement récente. Tant de problèmes d'actualité se sont posés en ce qui concerne en particulier les libertés individuelles, la mise en cause de la liberté de la presse, bref, les affaires de la France-Afrique également, qu'il était indispensable à nos yeux, tant ligueurs que membres du cercle, d'y voir un peu plus clair sur ce que sont les services spéciaux aujourd'hui, si bien que, comme je le disais tout à l'heure, peut-être un peu de pédagogie au début nous permettrait de ne pas nous égarer dans les acronymes. Je voudrais toutefois dire, avant de donner la parole à Bonnet, que nous avons reçu les excuses du maire de Melun, qui traditionnellement participe à nos réunions. Il s'est excusé pour cette fois, et également les excuses du sénateur Guest, je crois, qui avait été lui aussi convié, oui, convié parmi d'autres, qui rend aussi de temps en temps des services à la Ligue des droits de l'homme. Nous avons également nous aurons la présence du conseiller général de Melun-Nord, Jacquier Laplace, qui est d'ailleurs un des vice-présidents du Cercle Chaussy. Cher ami, je te donne la parole. Merci. Et tu as le micro. Merci Alain. Je suis particulièrement heureux de venir devant vous. D'abord, c'est toujours agréable de parler en public. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, personnellement, ça ne me déplaît pas. Mais aussi parce que le sujet qui est choisi est un sujet d'une brûlante actualité. Je ne sais pas si c'est toi qui as fait en sorte que M. Squarcini soit mis en examen. Si tel est le cas, c'est tombé à point nommé. Ce n'est pas que je me réjouisse des malheurs d'un de mes successeurs, mais je trouve que c'est une excellente illustration et la meilleure introduction à mon propos. Lorsque j'étais étudiant à sciences politiques, je ne vais pas vous dire, c'était donc dans les années 50, c'est facile de faire le compte, un de mes professeurs qui s'appelait Jean-Jacques Chevalier, il s'est dit encore, au moins dans les manuels et les polycopiés, je vois ça à travers les études de mes petits-enfants, Jean-Jacques Chevalier placé au cœur de la dialectique démocratique, le dialogue gouvernant-gouverné. Et c'est vrai que la question qui se pose de manière très prégnante à tous les gouvernants, c'est l'organisation de ce dialogue entre les gouvernants et les gouvernés. Vous allez me permettre de prendre le point de vue du gouvernant, parce que gouverner, évidemment, je le suis, mais je pense qu'il est plus intéressant pour vous que je me place du point de vue du gouvernant, sous la double forme d'ailleurs qu'il peut avoir, et qui est soit celle d'un élu, a fortiori d'un ministre, ce que tu été, et celle du fonctionnaire, si vous voulez bien sans fausse modestie, du haut fonctionnaire qui, lui, évidemment, se situe vis-à-vis de l'élu de la façon suivante. J'ai toujours dit que lorsque j'étais préfet, j'avais le pouvoir sans la légitimité.
Et j'ai toujours été sûr, surtout, que lorsque j'étais élu, j'avais la légitimité sans pouvoir. Je crois qu'on peut dire que c'est un peu comme ça que se passe le partage, sauf évidemment pour ceux des élus qui ont un exécutif, bien évidemment parce qu'ils ont le pouvoir, ou ceux qui ont une fonction ministérielle parce qu'ils partagent évidemment la responsabilité du pouvoir. Du point de vue du pouvoir, l'État, singulier, qu'il soit républicain ou pas d'ailleurs, a vis-à-vis, ou le gouvernant si vous préférez, a vis-à-vis du gouverné une double obligation. La première, c'est la sécurité, et la seconde, c'est la solidarité. Alors, s'il se peut, on peut y ajouter une troisième obligation qui est celle de la prospérité, mais ça ne figure pas dans les manuels, ça figure dans les programmes électoraux, généralement avant les élections, mais ensuite, c'est une autre histoire. Donc, retenez que, si vous voulez bien, que la première obligation d'un État, c'est d'assurer la sécurité. La solidarité, on s'en réjouit, ce qu'on le déplore vient ensuite. C'est ainsi. Alors, cette sécurité, elle se décline sur deux plans. Je vais essayer d'être pédagogique, puisque c'est bien invité. C'est d'abord sur le plan de l'État, et c'est ensuite sur le plan des citoyens. Et ça intéressera particulièrement M. Chevalier et les adhérents de la Ligue des droits de l'homme. La sécurité de l'État. La sécurité de l'État, c'est un besoin qui est commun à tous les États, quelle qu'en soit la forme, de l'État démocratique à la dictature la plus odieuse. Mais il est bien certain que ce besoin de sécurité que ressent l'État est un besoin qui est plus fortement exprimé, plus fortement ressenti quand le régime est autoritaire et que par conséquent, il est susceptible d'être contesté. Alors ce besoin qui est commun à tous les États, il peut s'exprimer en réponse à deux menaces ou à deux potentialités de menaces qui sont d'une part les ingérences étrangères et d'autre part les ingérences intérieures, ce que j'appelle plutôt la subversion intérieure. Les ingérences étrangères, elles sont faciles à identifier. C'est l'agression qui est faite soit sous forme de guerre, enfin ça c'est le domaine militaire, soit en temps de paix, sous forme de tout ce qu'on appelle vulgairement l'espionnage, c'est-à-dire l'ensemble de ces activités qui visent à voler un pays, ses technologies, ou à détourner les dirigeants de ce pays de leurs devoirs, par la désinformation, par la corruption. Et ces agences étrangères, c'est précisément la mission qui est confiée à une direction qui a été créée pour cela, qui s'appelle la direction de la surveillance du territoire. Alors, un petit mot sur la direction de la surveillance du territoire, pour vous rappeler que la notion de la fonction de contre-espionnage, qui est inhérente à tout État digne de ce nom, elle n'est finalement apparue que relativement tard dans notre histoire, comme d'ailleurs dans l'histoire de l'ensemble des pays occidentaux, mais même dans le monde. Cette notion est apparue évidemment avec le développement de l'espionnage, et ce qui a scellé en quelque sorte, ce qui marque l'acte de naissance du contre-espionnage, c'est l'affaire Dreyfus. C'est l'affaire Dreyfus qui d'ailleurs va donner l'occasion de la création de la Ligue des droits de l'homme, avec ce grand ancien qui s'appelle quand même Georges Clemenceau, qui n'était pas rien, et qui d'ailleurs en matière de maintien de l'ordre et d'ordre républicain avait des conceptions personnelles et musclées, mais efficaces. Oui, parce qu'on dit que Clemenceau était un type qui était dur, qui était... Oui. Enfin, je vous signale quand même que Clemenceau, ministre de l'Intérieur, qui fait tirer sur les mineurs dans le Nord, va assister aux obsèques des mineurs. Et bien, vous me direz, s'il y a beaucoup de ministres de l'Intérieur actuellement, qui, faisant tirer sur telle ou telle catégorie sociale, iraient assister à leurs obsèques. Et ce n'était pas de la provocation de la part de Clemenceau. Bon, alors, on ferme la parenthèse Clemenceau. L'affaire Dreyfus révèle une chose, c'est que les militaires sont incapables de s'occuper de contre-espionnage. La faillite de l'appareil militaire, j'espère qu'il ne va pas me faire arrêter à la sortie, la faillite de l'appareil militaire est patente dans la gestion
de l'affaire Dreyfus. Et c'est donc Félix Faure qui décide de créer un service de police de contre-espionnage qui au début va être extrêmement modeste, quelques personnes, puis quelques dizaines de personnes. Et c'est en quelque sorte l'anticipation de transfiguration, transposition de cet adage de Clémenceau qui disait que la guerre est une chose trop sérieuse pour être confiée aux militaires. Et bien là, l'adage est le suivant: l'espionnage est une chose trop sérieuse pour être confiée aux militaires. Et donc, cette fonction d'espionnage a des policiers. Et ça tombe bien parce que pour faire du contre-espionnage, il faut être vicieux. Il ne faut pas faire du contre-espionnage par des gens qui ont des prix de vertu, ça ne sert à rien du tout. Il faut être capable de prendre un certain nombre de libertés. Vous allez m'interroger là-dessus, hein, je répondrai, ne vous inquiétez pas, je répondrai franchement. Il faut prendre un certain nombre de libertés avec la loi, il faut faire des choses qui sont illégales, voilà, bon, c'est tout à fait clair. En un mot, il faut être capable de vice. Hein. Si vous êtes debout sur votre destrier, les étriers bien droits, vous ne serez jamais un bon contre-espion. Voilà donc, si vous voulez, alors cette fonction de contre-espionnage est exercée avec quand même modération, hein, pendant toute la période qui part de la guerre de 1914 à la Seconde Guerre mondiale. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, où il apparaît que les activités d'espionnage se sont considérablement amplifiées, avec l'apparition évidemment de services aussi performants que le SD de Reinhard Heydrich, hein, ou l'Abwehr de l'amiral Canaris, ou en face, évidemment, le NKVD de Zhukov, et puis les premières apparitions du SAS britannique, sans compter l'OSS américaine. Il y a pendant la Deuxième Guerre mondiale une floraison extraordinaire de services d'espionnage qui appellent évidemment des réponses appropriées. La France apporte, elle, sa réponse sous la forme du BCRA, le Bureau central de renseignement et d'action, qui est confié, vous vous en souvenez, au colonel Rémy. Et dans l'équipe du colonel Rémy, il y a un certain Roger Vibeau, ce n'est pas son nom, c'est un pseudo, un Roger Vibeau qui va être le créateur de la DST. Et c'est ainsi qu'à la Libération naît la direction de la surveillance du territoire, qui va amplifier évidemment son activité, ses actions, se consacrer à un certain nombre de tâches prioritaires. D'abord la lutte contre les emprises, les ingérences, les entreprises du Parti communiste, on va y revenir tout à l'heure, la guerre d'Indochine évidemment passant par là, puis contre celle du FLN, et enfin contre les entreprises de l'Union soviétique, qui est considérée et tenue à ce moment-là comme notre principal adversaire. Quand je dis adversaire, c'est un euphémisme, puisqu'on considère l'Union soviétique comme notre ennemi le plus patent. Ce n'est pas pour me vanter, mais pour me situer, je vous souviens, c'est moi qui ai remis dans l'avion 47 diplomates soviétiques en avril 1983. C'est pas moi qui ai pris la décision, c'est le président de la République. Enfin, je lui ai un petit peu suggéré tout de même. Et ce coup, cet espionnage, en conclusion de l'affaire Farwell, a tout de même été la plus grosse opération d'expulsion jamais réalisée en France à l'encontre d'un pays étranger. Donc, cette première forme d'agression, c'est qui peut menacer un État républicain, c'est l'espionnage. L'espionnage auquel il faut... Alors l'espionnage, c'est le vol, hein, c'est l'organisation, c'est du vol d'État. L'espionnage, ça consiste évidemment à instituer un ministère de la recherche chez les autres. Hein. C'est une recherche qui est beaucoup plus intéressante que la recherche chez soi, parce que c'est moins aléatoire, car ce que vous piquez, vous êtes sûr que ça marche. Donc ce ministère de la recherche chez les autres est un ministère qui fonctionne bien, il faut apporter la réponse appropriée, c'est le contre-espionnage. Au contre-espionnage, il faut ajouter la désinformation. Alors la désinformation, c'est une discipline relativement propre, oui c'est plus propre que l'espionnage.
c'est beaucoup plus actuel, c'est la propagation de fausses nouvelles. C'est en quelque sorte la démobilisation morale de l'adversaire. Alors, la désinformation, c'est quelque chose qui est extrêmement redoutable, car ça ne coûte pas un sou, et ça peut provoquer des ravages considérables. Je vais vous en donner un ou deux exemples, pour que vous saisissiez bien ce que c'est. Vous vous souvenez de la guerre des Malouines. Pendant la guerre des Malouines, ou les îles Falkland, selon que vous êtes britannique ou argentin, les soviétiques ont imaginé de fabriquer une fausse lettre du roi d'Espagne au gouvernement britannique pour assurer, en quelque sorte, le gouvernement britannique du soutien qu'il apportait, ou le remercier plus exactement, non, du soutien de l'Espagne au gouvernement britannique. Alors évidemment c'était assez vicelard, parce que cette lettre compromettait terriblement l'Espagne vis-à-vis de son allié naturel, l'Argentine, et ça pouvait avoir des répercussions extrêmement importantes. Bon. L'affaire a été déjouée, mais on a frôlé, en quelque sorte, la rupture des relations diplomatiques entre l'Espagne et l'Argentine, ce qui, pour les soviétiques, aurait été effectivement une très bonne opération. Alors, je peux vous donner un autre exemple de désinformation que j'ai personnellement vécu. Les Iraniens, nos chers Iraniens, étaient à un certain moment à la recherche d'Exocet. Ils avaient vu que cet appareil marchait très très bien, et toujours à propos de la guerre des Malouines, et donc les Iraniens voulaient acquérir des Exocet. Or, les Exocet, à l'époque, n'étaient vendus qu'à deux pays dans le monde, en dehors de la France, l'Argentine, on revient toujours à l'Argentine, et l'Irak, qui évidemment n'était pas à l'époque le meilleur ami de l'Iran, puisqu'on était en pleine guerre Iran-Irak. Et nous avions imaginé une opération qui consistait à vendre, faire semblant de vendre des Exocet à l'Iran, et en fait, on leur en montrait un, parce qu'ils voulaient voir à quoi ça ressemblait à l'Exocet, et ils voulaient l'essayer. Quand vous allez chez le commerçant, il vous fait essayer le matériel. Bon, ben là, on travaillait avec un marchand d'armes, qui évidemment était dans la combine, et on proposait donc à l'Iran un certain nombre d'Exocet, en faisant croire à l'Iran que ces Exocet allaient venir d'Argentine. L'échange d'ailleurs entre les fonds et les Exocet se passait au-dessus, pardonnez-moi de ne pas vous en donner le détail, mais se passait au-dessus de l'océan Atlantique, c'est-à-dire il y avait concomitance des livraisons, plus exactement du départ, et puis d'autre part des versements, et ça nous permettait d'une part de voler beaucoup d'argent à l'Iran, parce qu'un Exocet ça valait très très cher, et ça nous permettait d'autre part de compromettre la totalité du personnel de l'ambassade d'Iran en faisant croire à Téhéran que c'était eux qui avaient monté